Nous sommes en 851, dans le royaume de Francie occidentale. Moins de 50 ans après la mort de Charlemagne, l'héritage des Carolingiens semble au bord du précipice. Divisé en trois depuis le traité de Verdun de 843, l'Empire manque de ressources en hommes, en argent et en matériel pour contrer les menaces intérieures et extérieures. Comme nous l'avions vu dans les 3 épisodes précédents, les troubles sont d'abord internes. Depuis Clovis, les Francs se déchirent dans des guerres de succession et les petits-fils de Charlemagne ne font pas exception à la règle. Ensuite, ces divisions facilitent le travail des hommes du Nord. Ces derniers en profitent pour se venger des chrétiens dont l'expansion met la Scandinavie sous pression. Nantes, Rouen, Paris, ainsi que les villes et les villages aux alentours subissent la furie des Normands. Maintenant, et c'est tout le sens de cette série que nous réalisons ensemble, cette situation catastrophique affaiblit l'État carolingien et a 3 conséquences. La première, c'est qu'en Francie occidentale, les grands du royaume veulent prendre le contrôle de la couronne, tant celle-ci semble incapable d'assurer ses missions les plus basiques. La deuxième, c'est qu'en Bretagne, un ancien fonctionnaire de l'Empire, appelé Nominoé, tourne le dos à son ancien maître et fonde un royaume autonome. D'ailleurs, son fils, Erispoé, a déjà battu les Francs et négocie une paix avantageuse. Enfin, au nord, les Scandinaves profitent des troubles internes à l'Occident, non plus seulement pour ravager leurs côtes, mais aussi pour conquérir de nouveaux territoires. Avec tous les sites web, toutes les applications et toutes les plateformes qui vous demandent un identifiant et un mot de passe à renseigner, vous comptez sûrement sur la mémoire de votre navigateur pour les retenir à votre place. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas chez vous ou que vous n'avez rien noté sur un papier, vous êtes souvent bloqué sur la page de connexion. Alors, pour stocker tous vos mots de passe dans un seul endroit, pensez à NordPass, une application faite pour gérer, générer, retenir et stocker vos identifiants. Une fois installé, l'appli vous permet de sauvegarder vos combinaisons pour vous connecter en un clin d'œil sans avoir à ressaisir vos informations. Stocker même vos cartes de crédit pour faire un achat en toute sécurité. NordPass est un gestionnaire de mots de passe à connaissance zéro, c'est-à-dire que personne d'autre que vous, pas même les techniciens du site, ne peuvent déchiffrer les informations de ce coffre-fort. En cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo, obtenez 2 ans d'abonnement à 1,91 € par mois avec 1 mois offert, sans oublier votre garantie satisfait ou remboursée sous 30 jours. Et si vous avez une entreprise, c'est-à-dire avec un email professionnel, profitez de NordPass Business pour vous et tous vos employés. Merci à NordPass d'avoir sponsorisé cette vidéo. Cliquez sur le lien ou utilisez les codes promo Bataille de France pour ne plus jamais avoir le souci des mots de passe oubliés. Au début des années 850, moins de 10 ans après le traité de Verdun, l'Empire carolingien semble à un tournant de son histoire. En Francie orientale, en Francie médiane, comme en Francie occidentale, les petits-fils de Charlemagne perdent le contrôle de leur royaume. Cependant, parmi ces 3 États, la couronne la plus en difficulté semble être celle de Charles dit le Chauve. Celui-ci, en effet, est débordé par des invasions normandes, par une guerre contre les Bretons et par une révolte de son aristocratie. Premièrement, suite à la bataille de Ballon que nous avions vue dans l'épisode précédent, les Francs sont vaincus par les Bretons et doivent négocier la paix. Depuis le temps des Mérovingiens, les rapports entre la Francie et la Bretagne sont tantôt excellents, tantôt difficiles. Vers les années 550, soit 3 siècles avant les événements que nous racontons, l'influence des Francs était bien installée à Vannes. Depuis cet ancien territoire des Gaulois vénètes, les évêques et les prêtres formés à Tours y prêchaient le christianisme et le diffusaient dans la région. La population s'était convertie, les relations commerciales s'étaient améliorées, le destin politique, religieux et économique du Vannetais était imbriqué dans celui du royaume franc. Maintenant, restait à convertir le reste des Bretons, ceux qui demandaient des moyens énormes que n'avaient pas les Mérovingiens. Et comme d'habitude, dès lors que les descendants de Clovis se disputaient entre eux, les Bretons, à l'instar des Saxons ou des Slaves, en profitèrent pour venir piller en toute impunité leurs voisins. Dans la confusion, Vannes est même repassé sous le contrôle des princes armoricains. C'est seulement sous Pépin le Bref, dans les années 750, que le Vannetais a réintégré la sphère d'influence franque. Pour éviter les pillages, le Carolingien établit alors une marche qui s'étendait de Nantes aux frontières du Cotentin et dont le territoire était fortifié et militarisé. La Bretagne se faisait ainsi enfermer de l'extérieur. Les Francs pouvaient y lancer des expéditions en profondeur pour réprimer ou christianiser les populations. Charlemagne se voulait impitoyable. Son fils Louis Ier tenta une approche diplomatique après lui.
Pour ce faire, l'empereur d'Occident nomma un homme de confiance appelé Nominoé et lui confia les marches de Bretagne ainsi que le comté de Vannes. Néanmoins, quand les fils de Louis Ier entrèrent en guerre civile, ce même Nominoé prit ses distances avec les Carolingiens. À ce titre, l'ancien fonctionnaire breton n'est pas totalement différent des autres. Dans un contexte d'effondrement de l'État central, beaucoup de comtes et de seigneurs désobéissent à leur ancien maître. Rappelez-vous de l'exemple de Lambert de Nantes. Alors que le roi Charles avait choisi son rival, Renaud, pour diriger la ville, Lambert s'était insurgé contre ce choix. Jaloux, il avait pris les armes contre son concurrent, plongeant le comté dans une guerre civile sans queue ni tête. Avec l'aide des Bretons, il avait réussi à tuer Renaud et à prendre le contrôle du pays nantais. L'ennui, c'est qu'il n'avait pas anticipé l'arrivée des Normands qui en ont profité pour piller la région dans son dos. Il s'est alors retrouvé à la tête d'un comté ruiné, dévasté et sans ressources, mais au moins, le roi n'eut pas d'autre choix que de le confirmer à son poste. Dans ce cadre, Nominoé agit comme tous les autres. Profitant du recul de l'autorité, il cherche à constituer un pouvoir personnel sur les ruines de l'État carolingien. Désormais mort, c'est son fils Érispoé qui négocie l'avenir de sa dynastie avec le roi Charles. Lors du traité d'Angers de novembre 851, les Francs s'engagent à reconnaître le royaume de Bretagne. Le roi cède le comté de Nantes ainsi que le comté de Rennes. En échange, Érispoé doit se constituer en vassal de Charles II. En clair, la condition pour que les Bretons soient unifiés derrière un souverain unique, c'est que ce même souverain soit soumis symboliquement au roi de Francie occidentale. Pour le Carolingien, c'est tout simplement une question d'honneur. S'il cède du terrain, il sauve au moins les apparences en faisant du vainqueur son vassal. Pour Érispoé, c'est une garantie de sécurité. Si Charles II devient son suzerain, il n'essaiera pas de se venger en tentant une reconquête des territoires perdus. De son point de vue donc, il agrandit le royaume par la guerre et le sécurise par la diplomatie. Et qui sait, peut-être que les Francs aideront même les Bretons à repousser les hommes du Nord. Pour cause, au milieu des années 850, les Normands se font de plus en plus menaçants et leurs incursions sont de plus en plus meurtrières. Non content d'occuper des îles au large des côtes, ils construisent désormais des postes avancés à l'intérieur des terres. Exemple, non loin de Rouen, sur l'île de Wassel, les Scandinaves construisent un camp retranché sur la Seine. Appelé Torholmus en danois ou île de Thor en français, l'enceinte sert de point de départ à tous les raids menés en profondeur dans la campagne. Pire, comme les Francs n'ont plus aucune troupe à leur opposer, les pillards érigent un deuxième camp à Jeufosse, à seulement quelques kilomètres de Paris. De là, ils s'emparent de chevaux et se répandent aux alentours. Ils attaquent par la terre les villes de Meaux, de Melun, de Chartres, d'Évreux et de Bayeux. Les garnisons carolingiennes sont débordées, le roi ne peut pas leur venir en aide et les habitants doivent se débrouiller eux-mêmes. À ce titre, plusieurs témoignages sont édifiants et nous montrent à quel point l'État central était faible seulement 40 ans après la mort de Charlemagne. En 854, dans la ville de Redon, désormais bretonne, une troupe de Scandinaves remonte la Vilaine pour mettre la ville à sac. Sans protection, les prêtres appellent les paysans et les commerçants à prier tous ensemble pour leur salut commun. Une foule se rassemble alors sur le parvis de l'église. Les gens crient au secours et en appellent au ciel. Les Normands se rapprochent et s'apprêtent à tuer tout le monde. Puis, nous raconte un témoin qui aurait vu la scène, comme si les prières avaient été entendues par le dieu chrétien, un orage se serait déclenché tout à coup par miracle. Le phénomène serait tellement soudain que les pillards auraient cru à une intervention divine en faveur de leurs victimes. Immédiatement, les envahisseurs seraient remontés sur leur navire et ne seraient jamais revenus. Bien sûr, si l'histoire est impossible à vérifier, elle témoigne des difficultés carolingiennes face aux Normands. Les garnisons de Charles sont tellement absentes que les habitants s'en remettent à la prière pour se protéger. Dans ces conditions, l'aristocratie franque cherche ni plus ni moins qu'à déposer le roi Charles. Lors de plusieurs assemblées tenues en 855 et 858, le souverain est déclaré incompétent. Il est accusé de tous les maux et il est urgent, disent les aristocrates, de le remplacer par un souverain plus fort. La seule question qui se pose, c'est le remplacer par qui ? À l'ouest, son demi-frère Lothaire ne fait pas mieux et son bilan est tout aussi catastrophique. Pour avoir la paix avec les hommes du Nord, l'empereur a dû céder Dorestad, le nord de la Frise ainsi que l'embouchure de la Vézère aux Danois. Ces derniers colonisent ces nouveaux territoires, ils y installent des camps retranchés et lancent de nouveaux raids aux alentours. La Francie médiane est aussi attaquée par le sud.
En 852, la Corse subit une invasion arabe qui met l'île de Beauté à feu et à sang. Devant l'impuissance du Carolingien, 80 000 familles doivent émigrer vers l'Italie où elles trouvent refuge dans les territoires du pape. Une véritable saignée démographique qui met la Corse en difficulté pour les années à venir. Et puis de toute façon, Lothaire meurt en 855, laissant un royaume morcelé entre ses 3 fils. L'aîné a reçu l'Italie, ainsi que le titre très symbolique d'empereur d'Occident. Son benjamin a reçu la Provence, et son cadet, Lothaire II, a reçu la bande de terre coincée entre la Francie orientale et la Francie occidentale. Pour l'occasion, cette région artificielle est appelée Lotharingie, qui signifie royaume de Lothaire, et qui donnera plus tard le nom de Lothringen en allemand et Lorraine en français. Mais quoi qu'il en soit, ni le roi de Lotharingie, ni le roi de Provence, ni le roi d'Italie ne sont des candidats potentiels pour les transfuges du roi Charles. Alors, à défaut d'avoir d'autres Carolingiens sous la main, les Francs de l'Ouest demandent à Louis le Germanique, roi des Francs de l'Est, d'être leur nouveau souverain. Au moins, pense-t-il, celui-là sait tenir les Danois en respect et maintient toujours le contrôle sur les Slaves. Saisissant l'instant, entre 855 et 858, Louis le Germanique envoie 2 armées au secours des rebelles occidentaux. Une première troupe est envoyée à Limoges pour s'emparer de la couronne d'Aquitaine. Une deuxième force traverse la Moselle pour réclamer le trône de Francie. Entre-temps, en 856, les Normands ont le temps de piller Paris, mais également Saintonge, Orléans et même Clermont en plein cœur de l'Auvergne. Sachant qu'il perd son royaume, Charles le Chauve tente une ultime manœuvre pour sauver sa place. Et pour la comprendre, il faut retourner un bref instant sur l'arbre généalogique des Carolingiens. Dans le combat que nous racontons, rappelons que Louis le Germanique est roi de Francie orientale, tandis que son demi-frère, Charles, est roi de Francie occidentale, mais également roi d'Aquitaine. Or, pour éviter de perdre ces 2 titres, ce dernier joue son va-tout dans la question de la succession qui provoque toujours des guerres civiles depuis Clovis. Dans son plan, son fils aîné, Louis II dit le Bègue, serait l'héritier du trône de Francie après sa mort. Son deuxième garçon, Charles dit l'Enfant, recevrait dès aujourd'hui la couronne d'Aquitaine. Comme le garçon n'a pas 10 ans, les Aquitains pourraient le contrôler, ce qui les rendrait autonomes, voire quasi indépendants. Quant aux Francs de l'Ouest, ils reçoivent la garantie d'un héritage simplifié qui éviterait de morceler encore plus le royaume. Louis II dit le Bègue serait l'héritier unique. Les 2 derniers enfants de Charles le Chauve, Carloman et Lothaire, seraient envoyés dans un monastère à perpétuité. Ainsi, ils seraient exclus de la succession au nom de la stabilité de la couronne, un sacrifice ultime que Louis le Germanique ne peut pas promettre à ses aristocrates. Chez lui, ses 3 fils, Carloman, Louis le Jeune et Charles le Gros, n'ont pas conclu d'accord pour l'héritage. Le message envoyé est simple. Si les Francs de l'Ouest et les Aquitains choisissent de maintenir Charles le Chauve plutôt que son demi-frère, ils feront le choix de la stabilité politique. In extremis, le roi se maintient ainsi sur le trône de Francie occidentale, tandis que son deuxième fils, encore mineur, monte sur le trône d'Aquitaine. Les Francs de l'Est, quant à eux, doivent retourner dans leur pays et faire profil bas. Maintenant, une fois que la guerre civile a été évitée, la situation politique semble enfin s'apaiser. L'Empire carolingien tente de repartir de l'avant. Le problème, c'est que les mêmes causes appellent les mêmes effets. Trop faibles pour s'imposer aux agresseurs, les Francs sont encore surpris par leurs voisins bretons et scandinaves. À l'ouest, le roi Erispoé s'est fait assassiner et c'est un nouveau souverain, Salomon, qui est monté sur le trône. Or, celui-ci ne s'est pas constitué en vassal du roi de Francie, contrairement à son prédécesseur. Avec ce changement de dynastie, les Bretons attaquent le royaume franc et sortent toujours un peu plus de sa sphère d'influence. Quant aux hommes du Nord, ils s'apprêtent à lancer des expéditions massives d'une ampleur jamais vue jusque-là. En effet, les Normands ne veulent plus seulement piller les territoires voisins, mais également les conquérir pour les coloniser. À partir des années 860, la Francie occidentale essaie tant bien que mal de stabiliser sa situation politique et militaire. À l'ouest, elle est menacée par les Bretons de Salomon, le nouveau roi de Bretagne. Sur les côtes, elle est menacée par les Normands, dont les expéditions se font désormais en profondeur dans les campagnes. Comme personne ne les arrête, les raids scandinaves prennent une ampleur jamais vue jusqu'alors. En 860, une flotte s'en va piller la Méditerranée pour la première fois. Les villes de La Corogne, de Porto puis de Lisbonne sont prises d'assaut.
Séville, Cordoue et Cadix subissent un sort similaire peu après. La même année, les Normands passent le détroit de Gibraltar. Ils ravagent les cités d'Algésiras, de Malaga, d'Almeria ainsi que les îles Baléares. Insaisissables, les navigateurs passent l'hiver en Camargue où ils rassemblent leurs forces. Ils sont alors emmenés par l'un des fils de Ragnar, qu'on appelle Bjorn Côte de Fer. Celui-ci remonte le Rhône jusqu'à Valence dès le retour du printemps. Bjorn est finalement arrêté, mais il repart avec un trésor gigantesque. Pire, à l'est, et toujours en 860, les Suédois descendent le Dniepr et attaquent la capitale des Romains d'Orient. Pourtant, nous avions déjà vu que la marine byzantine était presque invincible. Rappelez-vous de la vidéo sur le siège de Constantinople, quand les Dromon avaient craché du feu grégeois sur les navires ennemis, les mettant tous en déroute. Cette fois-ci, cependant, la marine impériale fait campagne contre les Arabes et n'imagine pas se faire attaquer par le nord. Pris dans son dos, l'empereur byzantin ne peut défendre sa capitale, où les garnisons sont réduites au minimum. Les Suédois ne prennent pas d'assaut les hautes murailles par manque de machines de siège. Par contre, les Varegs, comme ils sont appelés dans la région, dévastent tous les faubourgs, toute la campagne et toutes les côtes de la mer de Marmara. Le monde méditerranéen n'en revient pas. Ces côtes se sont faites saccager par 2 flottes parties de Scandinavie, autrement dit le bout du monde pour l'époque. En passant par la mer Noire et par le détroit de Gibraltar, les hommes du Nord ont surpris tout le monde. Après ces expéditions très ambitieuses, les Normands passent au niveau supérieur. De simples marchands reconvertis en pillards après Charlemagne, ils se transforment désormais en colonisateurs. En 862 par exemple, les Varegs fondent le tout premier État russe. Ils arrivent d'abord à Novgorod, situé aujourd'hui à 200 km au sud de Saint-Pétersbourg, et y construisent une cité marchande. De là, ils établissent un contrôle des routes commerciales, renforcent les vieux comptoirs sur les lacs et les fleuves, puis s'établissent à Kiev, le carrefour des marchands. La cité devient même une capitale. Ce sont les débuts de la Rousse de Kiev qui changent le paysage politique et culturel de l'Europe de l'Est. Du cours de la Volkhov jusqu'aux eaux capricieuses du Dniepr, les colonies Varegs sont le point de départ de nouvelles expéditions vers le sud. Les Bulgares de la Volga sont à leur tour victimes de raids. Les populations de la mer Caspienne subissent le même sort. Les musulmans doivent fortifier en urgence leurs frontières nord, tant les Varegs ne semblent avoir aucune limite. Et chez les Byzantins, l'empereur finit même par employer des Suédois dans sa troupe personnelle, tant il loue leur valeur au combat. Pour la première fois, des hommes du Nord nés sur les bords de la Baltique combattent au service des Romains d'Orient. C'est la naissance de la garde Vareg qui protégera les palais de Constantinople jusqu'à sa chute finale en 1456. Bref, à l'Est, les Normands changent le cours de l'histoire. La Rousse de Kiev forme la base politique des futures principautés russes qui vont dominer toute la région située entre la mer Noire et la mer Baltique. Quant aux Danois et aux Norvégiens, ces derniers se tournent plutôt vers les royaumes anglo-saxons. Selon la légende, c'est un autre fils de Ragnar, qu'on appelle Ivar le Désossé, qui réunit une armée gigantesque dans les fjords de Scandinavie. Ainsi, en 865, les hommes du Nord s'apprêtent encore une fois à bouleverser l'histoire. Si vous vous souvenez de notre série sur les Gallo-Romains, nous avions évoqué vers l'an 410 le départ des légions de Rome qui avaient laissé la grande île aux Germains. 4 siècles plus tard, les Angles et les Saxons, à l'instar des Francs, se sont convertis au christianisme. L'ancienne province est alors structurée autour de 5 royaumes principaux, la Northumbrie au nord, la Mercie au centre, l'Est-Anglie, le Kent et le Wessex au sud, et tout autour, les Celtes sont restés indépendants et sont divisés en 2 petits royaumes concurrents. Maintenant, les Anglo-Saxons sont très loin d'être unifiés et se font souvent la guerre entre eux. En Northumbrie par exemple, le roi fait face à une rébellion qui déchire son royaume. Au sud, la Mercie et le Wessex se disputent la souveraineté sur le Kent. C'est seulement l'arrivée des hommes du Nord qui les force à mettre de côté leurs différends. En effet, quand la flotte d'Ivar débarque tout à coup en Est-Anglie, aucune armée locale n'est assez forte pour la repousser. Les 1000 à 5000 Normands exigent alors un Danegeld aux Angliens. Ces derniers leur donnent de l'argent, de la nourriture et des vêtements pour passer l'hiver. Dans les chroniques, les moines ont désigné cet envahisseur comme la grande armée païenne qui viendrait tout ravager pour s'en prendre aux chrétiens. Celle-ci s'empare de chevaux dès le printemps 866. Elle profite de la guerre civile en Northumbrie pour attaquer York. La capitale est prise en 867. Les hommes du Nord y installent un roi fantoche, puis bifurquent vers la cité de Nottingham. En catastrophe, le roi de Mercie appelle au secours son ancien rival, le roi du Wessex, et une armée coalisée tente de déjouer les plans d'Ivar. Malheureusement pour eux, les Anglo-Saxons sont vaincus et dès 869,
la Grande Armée conquiert un immense territoire qui s'étend de York à l'Est Anglie. Appelé le Danelaw, c'est-à-dire littéralement là où les Danois font la loi, il s'agit de leur plus grande colonie en Occident. En revanche, à partir de 876, sous l'impulsion d'un nouveau roi du Wessex, Alfred le Grand, les Anglo-Saxons renversent la tendance. Alors qu'Ivar est mort, remplacé par Guthrum, Alfred réunit toutes les forces et toutes les ressources disponibles pour reconquérir le terrain perdu. En 878, il bat la Grande Armée à Endington. Continuant sur sa lancée, il poursuit un effort de guerre de plus de 20 ans jusqu'en 899 pour acculer le Danelaw sur la côte est. La Grande Armée reçoit toujours du renfort par la mer, mais elle n'en a jamais assez pour faire échouer les plans d'Alfred. La victoire du Saxon est très importante. Pour la première fois depuis les temps de l'Empire romain, la majeure partie de l'île est unifiée autour d'un seul pouvoir. Le roi du Wessex en profite pour réformer l'éducation, la culture et la religion en s'inspirant de Charlemagne. Son règne est absolument fondateur pour le pays. Depuis Londres, Alfred appelle tous les Angelsines, c'est-à-dire tous ceux qui n'obéissent pas aux Danois, à le reconnaître comme leur souverain légitime. En clair, c'est tout simplement le futur royaume d'Angleterre qui prend forme. Celui-ci ne sera acté que quelques décennies plus tard, mais le sens de l'histoire est bien là. Tout comme les hommes du Nord ont changé la donne à l'Est en fondant la Rousse de Kiev, future Ukraine et Russie, ils ont provoqué sans le savoir l'unification des Anglo-Saxons qui formeront l'Angleterre. Un impact méconnu, mais majeur, qui se rajoute à celui que nous suivons dans l'Empire carolingien. En s'ajoutant à ces difficultés internes, les Normands accélèrent le détachement de la Francie occidentale, qui deviendra un peu plus tard le Royaume de France. Bref, en croisant le fer avec ses voisins, les hommes du Nord participent involontairement à l'émergence de l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cependant, pour que les Francs de l'Ouest quittent une fois pour toutes l'héritage de Charlemagne, il leur faudrait un dernier ingrédient, un dernier choc, une dernière révolution de palais. Il leur faudrait une famille assez riche pour oser remplacer les Carolingiens sur le trône. Dans le prochain épisode, nous verrons comment une nouvelle dynastie, appelée les Robertiens, a su s'emparer de la couronne. En attendant, merci à NordPass d'avoir rendu cette vidéo possible. Pour stocker, gérer et renseigner vos identifiants facilement, sans avoir à les retenir, utilisez notre lien sponsorisé ou notre code promo afin de bénéficier d'une réduction exceptionnelle. Merci à NordPass, le meilleur gestionnaire de mots de passe disponible sur le marché, et à très vite sur Bataille de France.